Peut-être juste nous présenter. D'abord, moi, Marie-André Pelletier, professeure-chercheuse spécialisée à l'éducation préscolaire à l'Université TÉLUQ. Je suis également un professeur associé à l'Université Laval, tout récemment, je suis contente. Donc, je suis également enseignante de formation, donc j'ai spécifiquement enseigné là, pendant 15 ans là, dans les écoles primaires, mais spécifiquement à l'éducation préscolaire. Donc, je vous dirais que c'est des résultats qui sont teintés aussi de mon expérience. Donc, là. Oui, donc moi, Laure Deslandes, donc moi je suis pédagogue à l'équipe d'intervention préscolaire du Centre de services scolaires des Premières Seigneuries. J'ai enseigné 15 ans au préscolaire en France avant de venir au Québec. Et puis j'ai aussi fait un petit passage en anglais intensif parce que j'ai aussi étudié aux États-Unis, ce qui fait que c'est comme vivre le préscolaire avec des plus grands, mettons. Alors voilà, écoutez, une présentation somme toute assez classique, puis vous allez voir que les retombées proprement dites, on essaie de focaliser, nous, dans les résultats. Donc, c'est davantage dans les résultats que vous allez constater là, les impacts, là, justement, de la recherche collaborative. Donc, je ne vais pas vous présenter ça davantage, mais bien sûr, on va parler de la mise en contexte, de la problématique, d'où ça vient cet intérêt-là. Oui, alors pour la mise en contexte, bien évidemment, ce que l'on sait, c'est que c'est pendant la petite enfance, que c'est la période clé, c'est le moment où ces compétences-là vont se développer, en particulier du fait que les enfants vont tisser de plus en plus de liens sociaux avec leur entrée à l'école, puis on sait que ça a un impact important dans leur adaptation scolaire, puis leur vie d'adulte en général. Après, ce qu'on va aussi remarquer, c'est que jusque très récemment, il y avait peu d'emphase qui était mise sur la formation, aussi bien dans le développement des habiletés socio-émotionnelles de l'adulte, mais aussi sur le comment je soutiens celle de l'enfant. Et puis enfin, ce que l'on sait en particulier avec la recherche, c'est que comme il n'y a pas encore d'espace dédié à la parole pour que les enseignants puissent se décharger, puissent finalement réfléchir à leur positionnement émotionnel, souvent ça va amener à une surcharge, puis ça va venir jouer sur notre rétention de notre personnel. Fait que c'est tout ça qui sous-tend le pourquoi de notre recherche collaborative. Écoutez, l'approche théorique proprement dite, je ne vous ferai pas un cours universitaire là, sur ça aujourd'hui. Par contre, puis il y a une chose qui est intéressante, c'est que, vous allez le voir tout à l'heure, mais à l'égard des 5 domaines de compétences socio-émotionnelles, moi j'utilise beaucoup le modèle de la Cassel. Vous allez voir que les résultats sont propres à chacun des domaines, donc ça va les définir aussi. Puis si vous avez des questions par rapport à ça, gênez-vous pas pour le demander à la toute fin. Mais du moins, moi, je travaille ce modèle-là, mais c'est sûr que je le travaille beaucoup à l'égard des réalités au préscolaire. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'on parle de conscience sociale, puis si j'en entendais parler tout à l'heure de l'empathie, tu sais, faire preuve d'empathie, de conscience sociale, encore faut-il être très conscient du développement global de l'enfant, d'un enfant de 4 ans. L'exemple que je donne tout le temps, qui est hyper vulgarisé, c'est celui, écoutez, moi à 4 ans, ça se peut que ce soit la catastrophe que je perde mes mitaines, alors qu'adulte, ça ne le sera pas. Bien, cette conscience-là, ça prend encore une bonne connaissance du développement global de l'enfant, puis des réalités aussi qui sont propres par rapport, entre autres, à la maturité émotionnelle d'un enfant de 4 ans, 5 ans. Les compétences socio-émotionnelles, ce que j'amène également comme nuance, c'est par rapport à la prise de décision responsable. Par exemple, on sait qu'on est dans la gestion, dans les résolutions de conflits lorsqu'on parle de prise de décision responsable, mais à l'égard de l'éducation préscolaire, lorsqu'on parle des responsabilités et limites légales. Jusqu'où je peux réellement aller avec un enfant de 4 ans qui me mord? Est-ce que je peux le maintenir ou pas? Donc, tu sais, il y a des enjeux qui sont très, très propres au préscolaire, donc il faut vraiment en tenir compte lorsqu'aussi on analyse les résultats. Puis autre chose, il y a la définition de Michello qui, entre autres, qui est intéressante par rapport au fait que ce sont des savoir-être qui peuvent être acquis, enseignés, évalués. J'aime bien le fait enseigner et travailler, parce que, tu sais, souvent, je me fais demander, ouais, mais après 25 ans, c'est vrai que je peux travailler encore mes compétences socio-émotionnelles, je suis une enseignante expérimentée, bien, la réponse, c'est oui. Donc, il y a ça qui est intéressant. Par contre, ce que j'aime moins en tout cas, du moins ce que je nuance, c'est le fait de dire, écoutez, est-ce que c'est vrai que si je maîtrise mes compétences socio-émotionnelles, je vais être la personne la mieux, la plus heureuse de la Terre? La réponse, c'est non. Je vous le dis tout de suite, aujourd'hui, ça ne travaille pas nécessairement le bien-être, c'est-à-dire que oui, ça a un impact sur le bien-être, mais il faut considérer aussi les dimensions propres au bien-être psychologique. C'est ce que je travaille aussi, qui ne vous est pas présenté aujourd'hui, viendra aux autres présentations. Sinon,
Par rapport, je vais laisser Laure mettre par en contexte. Par rapport à l'historique de collaboration, alors en fait, comment ça s'est passé? C'est lors d'une conférence de rentrée, Marie-André présentait ses travaux. Et avec ma collègue Suzy, on est rentré en contact avec Marie-André. Nous, on commençait à se poser finalement des questions par rapport à comment soutenir nos milieux au niveau de cette thématique. Fait qu'on a commencé à réfléchir à nos propres connaissances en tant qu'équipe au service éducatif avec Marie-André. Puis c'est ensuite qu'assez naturellement, on s'est lancé dans la recherche avec elle en allant solliciter 4 enseignantes expérimentées de nos milieux qui ont participé à cette recherche pendant 2 années. Puis il y avait ma collègue aussi, Kim, qui s'est joint à nous lors des différentes rencontres. Donc, on l'a dit, là, un échantillon de groupe de participants, 4 enseignants, 2 personnes des services éducatifs, entre autres. Là, c'est sûr qu'à ce stade-ci, je peux parler des limites de la recherche qui vont évoquer le fait que c'est pas généralisable parce qu'on est à 4 enseignantes, mais dites-vous qu'en recherche collaborative, puis on l'a constaté aussi, le fait qu'il y ait un groupe d'enseignants assez restreint, bien, c'est favorable aux échanges, puis aussi, en tout cas du moins, à la facilité de parler de ses expériences, de ses besoins. En tout cas, du moins, on l'a constaté également dans le cadre de la recherche. C'est une recherche, je l'ai indiqué, financée entre autres là, par le FRQSC. Ce sont des enseignantes dites expérimentées. J'entends par là d'une expérience à l'éducation préscolaire de plus de 5 ans. Tu sais, je sais que des fois, on définit la phase d'insertion professionnelle au-delà de 5 ans, mais ce sont vraiment des enseignantes qui avaient une expérience terrain par rapport à l'éducation préscolaire et qui étaient titulaires, c'est ce que je veux dire. Une étude réalisée dans la région de Québec, mais Marie-Laure l'a mentionné tout à l'heure, entre autres. Et de la manière que ça s'est passé, que ça s'est déroulé, entre autres, c'est que pour chacun des domaines de compétences, on avait une rencontre. C'est-à-dire la première rencontre, c'était par exemple sur le domaine de la conscience de soi. Donc, c'est sûr que moi, comme chercheur, je mettais la tâche sur le domaine proprement dit. Hein, je l'ai formé un peu sur qu'est-ce que la conscience de soi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on leur présentait, parce que c'est sûr que là, je ne l'ai peut-être pas évoqué tout de suite, mais elles ont été rencontrées d'abord, la première étape, on appelle ça la co-situation en recherche collaborative, entre autres, et on les avait rencontrées individuellement en entrevue semi-dirigée. Donc, lorsqu'on arrivait en rencontre de groupe, on leur présentait les résultats de ces entrevues-là. Donc, on est en mesure de discuter des pratiques, des défis, des enjeux, mais aussi des besoins qu'elle revêt par rapport au domaine de compétences. Donc, Laure l'a dit, ça s'est déroulé sur 2 années, mais pour chacun des domaines, et c'est là que vous allez voir ce qui est intéressant, c'est l'évolution en chacune des rencontres par rapport, je sais qu'on a parlé un peu, entre autres ce matin, de la posture réflexive de l'enseignant, puis ça, c'est très intéressant. Du moins, c'est ça. Donc, co-situation, coopération. Tu sais, j'aime beaucoup le co, parce que c'est en collaboration, donc chacun est expert, on le disait tout à l'heure, mais chacun est expert, donc les enseignants amenaient leur expertise terrain et nous comme chercheurs, donc c'est ça aussi qui faisait évoluer les résultats. Donc on va vous présenter les pratiques entre autres qui ont été évoquées, mais également là, les défis qui accompagnent et les besoins qui sont révélés par rapport à l'étude. Première chose, par rapport aux premières rencontres aussi, la conscience de soi. Donc, le domaine de la conscience de soi, ce qui a été entre autres évoqué par les participantes, c'est vraiment de tout ce qui est de nommer l'émotion. Mais là, attention, nommer l'émotion, c'est là tu me vois venir, c'est qu'on parle vraiment de l'aspect émotion chez les enfants. Tu sais, rappelez-vous, développement des compétences socio-émotionnelles de la personne enseignante. Mais là, on parle des enfants, hein, première rencontre, donc ça devient un beau défi. Par exemple, cette participante-là dit, écoutez, nommer l'émotion de l'enfant, oui, certes, de trouver le besoin derrière le comportement comme étant quand même un défi aussi au préscolaire, mais du moins, là, on parlait que des enfants. Même chose lorsqu'on leur demandait quels sont, en fait, du moins, les outils, exactement, elles ont entre autres, oui, évoqué la pleine conscience, la littérature jeunesse, mais on ne parlait pas encore de la posture réflexive de l'enseignante, hein, ou de mes propres compétences. Et on parlait aussi des parents. Donc, on parlait des enfants, on parlait des parents. Et là, c'est intéressant, par exemple, parce que on parlait du fait de proposer, puis je l'ai entendu ce matin, le discours commun. Hein, par rapport, justement, entre autres, moi, par rapport à l'aspect émotionnel, bien sûr, mais du moins de partager à la maison le même outil qui va être réinvesti, bien sûr, que ce soit à la maison ou à l'école, de façon réciproque. Donc, c'est vraiment ce qu'elles avaient évoqué comme pratique, entre autres.
Et le constat par rapport à ça, c'est que les propos des participantes, on est dans la conscience de soi, hein, c'est-à-dire reconnaître mes forces en tant qu'enseignante, reconnaître mes défis, reconnaître, entre autres, qu'est-ce que je peux avoir comme impact sur le comportement de l'enfant si je me regarde moi-même. Mais jamais on a évoqué ça lors de la première rencontre parce qu'on était très, très, très centré sur les enfants. Donc, c'est là que vous avez... Et on était très centré sur les recettes, hein? Les stratégies à mettre en place pour éteindre des feux, mais pas du tout dans un processus. Fait que ça, c'est la première rencontre. On avait des beaux défis pour la rencontre suivante, mais du moins, vous allez voir que ça a beaucoup évolué. Alors, la deuxième rencontre aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on les rencontrait un avant-midi au complet. On avait vraiment le temps de se déposer, on avait vraiment le temps de se parler. Puis comme elles avaient un journal de bord, elles étaient vraiment invitées à prendre des notes pour qu'on puisse parler aussi peut-être de situations récentes. Alors, quand on a été rendu à l'autorégulation, la première chose finalement qui est ressortie comme étant une pratique gagnante, c'est la prise de recul. La prise de recul parce que premièrement, il va falloir que je comprenne mes propres réactions avant de pouvoir imaginer, comprendre finalement les besoins, comprendre les éléments déclencheurs dans des situations vécues en classe. Donc ça, c'est quand même ressorti assez rapidement. Et puis après, elles ont assez vite aussi parlé d'une lunette plus large que sa propre lunette. Et que des fois, là, avoir le soutien de quelqu'un d'autre, ça va vraiment être aidant pour nous aider, là, je veux dire, à essayer de comprendre davantage en profondeur. Et puis, on peut le voir dans les verbatims, c'est vraiment sorti en des termes d'un environnement de travail qui va être finalement dans cette ouverture-là, et puis de la collègue qui va nous aider finalement à remplir notre sac à trucs quand notre sac à trucs, il est quasi vide. Mais en même temps, ça nécessite une certaine vulnérabilité. Donc là, on a vraiment tous les éléments là, qui vont nous amener à pouvoir vivre cette autorégulation, on va dire, plus globale. Et puis, on parlait de la première rencontre où les enseignantes parlaient énormément des besoins des enfants. Là, ce qui est venu vraiment changer la donne dans les discussions, c'est que 2 des enseignantes travaillaient dans la même école. Et elles bénéficiaient justement de pouvoir ouvrir la porte de leur classe pour pouvoir discuter de différentes situations. C'est que ça nous a amené, on le voit dans la dernière pratique qu'on met en lumière, briser l'isolement. Puis ça a ouvert la porte à ce que d'autres enseignantes partagent leurs besoins, on va dire, dans ce domaine-là. Fait qu'on est vraiment passé d'une première rencontre où je suis centrée sur les enfants et leurs besoins à « oups, finalement, je m'élève un petit peu, puis là, je parle de moi en tant qu'adulte et de comment ça pourrait faire la différence si je vis véritablement une autorégulation sur mon lieu de travail. » Donc, vous comprenez que les prises de parole lors de la deuxième rencontre étaient quand même inégales, mais du moins, on voyait déjà des participantes qui finalement se mouillaient là, par rapport à ce qu'on leur... en fait, par rapport aux questions qu'on leur posait. Par rapport à la conscience sociale, on parlait d'empathie tout à l'heure, donc de prendre le temps de créer un climat de confiance, et on l'a entendu encore une fois plutôt, la part de la direction. Là, OK, un autre intervenant qui est entré en ligne de compte dans le développement des compétences socio-émotionnelles. On disait de faire preuve d'intentionnalité. Ce matin, on l'a entendu, hein, la dame était assise là, dans la création qui va au-delà du moi pour contribuer au nous. Et là, c'est ça qui est intéressant, c'est le verbatim, parce qu'on disait, écoute, tu sais peut-être aller, voir la personne à qui, par exemple, on va vivre une situation conflictuelle, mais vu qu'on n'a pas encore créé notre lien, de dire, je vais aller peut-être... au lieu d'aller la critiquer, je vais aller peut-être juste m'asseoir à côté d'elle un midi. Je vais travailler cette relation-là peu à peu. Donc là, on était comme dans les confidences sur la façon qu'on met en pratique finalement cette capacité-là à s'ouvrir à l'autre aussi. Donc, au-delà du moi, maintenant, il y a le nous. C'est ça qu'on a remarqué. Mais ce qu'on disait par rapport aux directions d'école, c'est que parfois, ce qu'elles mettaient de l'avant, c'est dans le développement des compétences socio-émotionnelles, dans toute situation émotionnelle intense qui est vécue, c'est que parfois, on a besoin aussi de la direction qui va servir un peu de médiateur. Donc, elle a un rôle très, très important. Mais du moins, on nommait aussi le fait d'être un modèle maintenant pour ses pairs. Donc, on voyait encore une fois l'évolution là, par rapport à la démarche. Alors, habileté relationnelle, créer un climat de confiance. Donc, c'est comme si les enseignantes sont allées nous parler de responsabilité collective puis de responsabilité individuelle. C'est-à-dire que finalement, les habiletés relationnelles, c'est pas juste moi avec les enfants de mon groupe, mais c'est aussi moi dans un contexte école. Et à un moment donné, pour pouvoir adresser des choses plus difficiles, le prérequis, c'est que moi, j'ai aussi la responsabilité de construire un climat positif au sein de mon milieu de travail et d'être dans une communication bienveillante.
Donc c'est pour ça qu'elle parlait aussi des autres acteurs comme de la direction d'école qui elle-même doit être dans cette posture-là, mais moi aussi en tant qu'enseignant, il en va de ma responsabilité. Puis après, une responsabilité aussi très individuelle, c'est-à-dire que oui, je peux être dans l'écoute, mais en tant qu'individu, c'est aussi à moi d'aller nommer mes limites, d'aller nommer mes irritants. Et puis, on est assez rapidement allé vers vraiment le nous en tant que communauté éducative. Donc là, je veux dire, on allait beaucoup plus large. On allait avec mes habiletés relationnelles, avec les parents, avec les différents acteurs au sein de l'école. Donc, progressivement, là, on parlait véritablement d'équipe. Et puis, dans le verbatim, ben là, on revient sur ce que l'on doit mettre de l'avant par rapport à tous les petits irritants. Dans le fond, que tout irritant se nomme, savoir trouver pourquoi ça nous irrite. Hein, il était vraiment aussi, comme on le disait tout à l'heure, dans le nous. Justement, quelqu'un qui pourrait continuer à avoir un comportement inadéquat, là, on disait de revenir sur cette réflexion-là. Mais du moins, ce qu'on voyait par rapport à l'évolution, justement, entre les rencontres, c'est que là aussi, on voyait, puis on l'a vu tout à l'heure dans une des présentations, les valeurs communes. Là, on nommait le fait qu'on n'avait pas tous les mêmes valeurs, puis c'était hyper confrontant. Puis c'est drôle, hein, parce que dans les habiletés relationnelles, on demande aux enfants de bien communiquer, d'être en harmonie avec les autres, mais encore faut-il se questionner en tant qu'intervenant sur, par exemple, notre relation avec nos collègues. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, on voyait aussi, dans le cadre de la 4e rencontre, il nommait le contexte culturel par rapport au fait qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Donc, tu sais, à chaque fois, il y avait un élément quand même nouveau qui était mis de l'avant. Alors, la prise de décision responsable, ça, c'était notre dernière rencontre, puis ça a été une rencontre très différente. Les autres fois, on arrivait assez rapidement à parler de pratiques gagnantes, mais cette fois-ci, on est resté, à mon avis, pendant une bonne heure à parler des défis. Parce que pour prendre une prise de décision responsable, tout ce qui ressortait, c'était si je me trompe, l'erreur. Mettons que je me positionne d'une certaine façon par rapport à un enfant, mais là, est-ce que je lui fais vivre un abandon émotionnel en mettant je me dois de respecter le cadre légal? Mes valeurs, mes croyances, je donne cet enfant-là à un autre intervenant, mais qui est très peu formé. Fait qu'on était vraiment dans ce marasme de défis qui nous a empêchés pendant un temps là, de nous lancer à réfléchir à qu'est-ce qui peut ressortir comme étant une pratique gagnante. Puis si je fais une erreur, est-ce que je peux vivre avec cette erreur-là? Donc tout l'aspect des fois, avec les connaissances que j'avais au moment où j'ai pris une décision, j'ai fait une erreur, mais l'important va être de toujours me questionner pour comprendre davantage comment j'aurais pu me positionner, puis continuer à m'améliorer. Mais ce qui fait que ça a vraiment été quelque chose qui a suscité beaucoup de questionnements, mais beaucoup de partage de la part de nos enseignantes. Et puis finalement, quand on a réussi à faire ressortir les pratiques, on est revenu par rapport au recul, encore une fois. Il va falloir que je prenne du recul pour prendre des décisions responsables. Puis des décisions responsables, on parlait en termes de décisions constructives, des décisions positives, des décisions qui, somme toute, vont être, on l'espère, le moins teintées possible par une réaction émotive pour éviter le biais d'analyse. Fait que le recul, c'est justement ce qui va me permettre de poser un geste, de poser une action qui sans doute va avoir davantage de sens. Donc, la perspective d'amélioration continue. Et puis, quelque chose vraiment d'intéressant, c'était par rapport à un dialogue honnête, le non-jugement. On est même allé jusqu'à l'accompagnement des services éducatifs ou de l'accompagnement d'une autre personne et d'une vulnérabilité relationnelle partagée. Puis, on le voit dans le verbatim. Si tu es honnête avec moi, que tu es en mode solution avec moi, que tu ne me descends pas une recette toute faite, moi, je vais être capable de vivre cette vulnérabilité-là et tu vas être capable de m'amener plus loin. Par rapport aux pistes de réflexion, c'est sûr que là, on est dans l'ensemble, on est plus dans les pistes de réflexion par rapport à la formation continue. Mais en même temps, moi, je dis toujours, qui dit formation continue, dit formation aussi initiale qui peut tout à fait être intégrée en termes de contenu. Mais du moins, de faire preuve de conscience de soi en se rappelant que chacun fait partie de la solution. Ça, c'est clair que ça s'est reflété dans toutes les entrevues, en tout cas, du moins même les rencontres de groupe. Encourager la réflexion collective, le partage entre pairs, la collégialité pour briser l'isolement et renforcer les pratiques. Je peux te laisser continuer. Oui, impliquer activement les familles dans le développement socio-émotionnel de la petite enfance. Créer des espaces sécurisants permettant l'ouverture, la vulnérabilité et l'autorégulation émotionnelle. Si je peux ajouter quelque chose, et on l'a vu au bout de 2 années à quel point ça a fait la différence. Puis les enseignantes qui ont participé au projet continuent à m'interpeller avec dans une vulnérabilité extrême et dans un questionnant par rapport à leur posture qui montre bien que le temps
à vraiment jouer dans leur capacité à se questionner davantage. Je trouve ça important que tu parles du temps parce que c'est justement, on dit reconnaître que le changement prend du temps, résister à la recherche de solutions immédiates. Puis là, c'est là que je vais me permettre de dire, c'est un des éléments le plus important. On est dans un processus en recherche collaborative, puis c'est là qu'on voit les impacts. Parce que c'est sûr que moi, je suis souvent interpellée. Par exemple, Marie-André, pourrais-tu me donner un programme sur les compétences socio-émotionnelles que je pourrais mettre de l'avant? Bon, là, c'est là que je vais... parfait. J'ai des questions pour vous. C'est-à-dire, êtes-vous conscient qu'il y a un contexte culturel pour avoir un programme? Êtes-vous conscient qu'il faut impliquer les parents? Êtes-vous conscient que c'est du long terme, qu'il faut que ça soit repris? Puis blablabla. Bon, je commence. Fait que là, je ne commencerai pas avec vous, mais du moins d'avoir très conscience que dans le cadre des recherches collaboratives comme on a réalisé, il y a un changement de posture et c'est là qu'on est gagnant dans ces espaces de réflexion et de discussion-là. Et ils l'ont nommé aussi comme étant très important justement pour consolider les compétences socio-émotionnelles. Et puis, intégrer le contenu relatif aux compétences, bien oui, dans le cadre de formation continue, mais aussi, comme je le disais, dans le cadre des formations initiales, surtout sachant qu'on a les formations courtes. Donc, c'est plus que jamais qu'il faut avoir cette conscience-là par rapport au développement des compétences socio-émotionnelles. Voilà,